par les minorités palestiniennes sont reçus par les Israéliens. Parce qu'ils sont baignés dans une propagande quand même. Ouais. Voilà, ils ont entre les mains un roman créé en hébreu par un Palestinien. Ils humanisent, si vous voulez, un Palestinien. Comment les gens israéliens ont reçu ça? Alors c'est intéressant, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un débat, quand il y a un roman qui est publié, alors il n'y a pas beaucoup de Palestiniens qui écrivent en hébreu, hein. Enfin, il n'y a pas beaucoup de romans, mais par exemple, je vais vous donner, les gens lisent, hein. Ils vont lire les romans, il va y avoir des articles critiques, etc. La critique, elle va écrire, mais pour moi, ils ratent toujours la question de l'identité palestinienne. C'est toujours, la critique littéraire par exemple, c'est pourquoi il a écrit en hébreu, pourquoi le choix en hébreu, etc. Et on passe à côté du contenu du roman. Parce qu'il y a toujours dans ces romans-là la question de la Nakba, de la catastrophe de 48. Il y a toujours dans ce roman le retour à la terre, la grand-mère qui est importante parce qu'elle est toujours là, c'est la mémoire, c'est la transmission. Mais la grand-mère, elle est toujours là à pleurer, à se dire oui, on avait des terres, etc. etc. Et donc voilà, les gens vont les lire, mais ça s'arrête là. Ça ne va pas aller au-delà. Oui, oui, bien sûr. Alors, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de l'autre côté aussi, dans la littérature arabe. La réception. Parce que les Palestiniens peuvent lire en hébreu. Il y a beaucoup de désaccords. Il y a ceux qui n'ont aucun problème avec un Palestinien qui écrit en hébreu. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Bon, après, c'est un débat qu'ils ont. Mais les romans sont traduits, certains romans sont traduits, qui sont traduits en arabe. Je trouve que c'est une chose très très bien. Qui ont été, il y a deux romans, un a été traduit au Liban, un autre en Égypte, parce qu'il y a aujourd'hui, avec l'ère de la nouvelle technologie, il y a aussi tout le monde s'intéresse à ce qui se passe là-bas. Juste sur Facebook, ils savent que maintenant il y a des Palestiniens en Israël, etc. Et donc, ils s'intéressent beaucoup à la question de savoir ce qui écrit en hébreu un Palestinien, mais dans traduction en arabe. Et donc, voilà, il y a des articles aussi. Je finis juste avec une chose. Il y a Anton Shammas, il y a un écrivain qui s'appelle Anton Shammas, qui a écrit le plus beau roman en hébreu. Et vraiment, le plus beau roman, je dirais, en hébreu, et pas juste palestinien, hein, d'une manière générale, qui s'intitule Arabesque. Il écrit un peu à la manière des Mille et une nuits. Et c'est son histoire à lui, il y a un aspect autobiographique, il y a aussi l'histoire de sa famille. Et l'histoire des problèmes qu'il peut avoir, lui en tant qu'écrivain, journaliste, en langue arabe et hébraïque, chez les juifs israéliens. Et il a vraiment, il a créé beaucoup de jalousie d'ailleurs. Amos Oz, qui est le plus grand écrivain israélien, il a été très jaloux, même parce que l'hébreu qu'il a utilisé, c'était... Aucun écrivain ne pouvait écrire avec cette belle langue. Et d'ailleurs, Shammas a toujours refusé que le roman soit traduit en arabe. Il n'a jamais été traduit en arabe, mais il est traduit en français. Mais la propagande, elle continue. Écoutez, la propagande continue. Vous allumez la télévision, ça c'est la réalité. Les checkpoints, l'occupation, ça, elle est là. Déjà, c'est même pas une question de propagande, c'est tout ce qui est en pratique, hein, qu'on voit tous les jours. D'accord, donc la parole est à vous. Une question? Monsieur Parra. Bonjour. Voilà, merci pour votre communication. Sinon, ma question, beaucoup plus par rapport à la langue arabe et le hébreu, ça, ils font partie d'une même famille tamito-sémitique, alors si on le voit d'un point de vue de la diachronique, alors c'est un petit peu les mêmes langues. Sinon, la place de la littérature par rapport aux politiques. Actuellement, comment comment la littérature arrive-t-elle à se faire un chemin, à se frayer un petit peu, à voir le jour avec tous les intérêts, c'est un petit peu compliqué. Si on parle uniquement de la littérature seulement, c'est beau, parce qu'il y a le peuple, comme vous avez parlé de la notion de l'autre, aller vers l'autre, c'est bien, mais tout ça,
par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde entier, quelle est la place de la littérature israélienne ou palestinienne dans tout ça? Dans la politique? Oui. En fait, on peut trouver de tout, hein. On peut trouver une littérature qui n'est pas nécessairement au centre des questions politiques. Mais pour les Palestiniens de 40, surtout dans la littérature israélienne, et on trouve de tout, hein. On n'est pas obligé de parler d'occupation, ou on peut trouver tout ce qu'on veut. Mais c'est plus difficile, pour moi, il me semble qu'il est plus difficile pour les auteurs, par contre, les écrivains israéliens, quand ils conçoivent, par exemple, ou ils créent un personnage palestinien, de ne pas le politiser. Par contre, le personnage, mais dès qu'on parle de l'autre, l'arabe, le personnage palestinien, etc., il est très politisé. Pour la littérature palestinienne, par contre, aussi, on peut trouver une littérature qui est politisée. J'espère que je réponds un peu une littérature qui n'est pas politisée, mais il est aussi difficile de ne pas politiser sa littérature. C'est-à-dire que le contexte fait que on écrit toujours dans une perspective de survie, dans une perspective de lutte. Et dès qu'il y a des tendances comme ça à sortir de cela, ils ont du mal à surgir. Ils ont du mal. L'exemple que je peux donner, c'est Alaa Hlihal, un jeune auteur palestinien, enfin jeune, il a la quarantaine, un jeune, ça fait plaisir quand on est jeune à 40 ans. Mais il a essayé d'écrire une nouvelle aka où il a appelé sa nouvelle une relation amoureuse avec Carla Bruni. Enfin, déjà, ça paraît pas sérieux, Carla Bruni, etc. Mais c'est une très belle nouvelle. Tous ses fantasmes, il écrit sur ses fantasmes, sur Carla Bruni, en l'imaginant qu'elle a été sa maîtresse et qu'elle a été en Palestine à Acre et elle a vécu avec lui, etc. Mais personne ne veut le traduire. Personne ne veut traduire cette nouvelle, ça ne les intéresse pas parce que c'est pas assez politisé. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Et donc, je reprends un peu Deleuze qui dit que finalement, parce que Deleuze, quand il a travaillé ce qu'il appelle la littérature mineure, c'est-à-dire écrire dans la langue de la majorité, comme ce que le palestinien fait avec l'hébreu, ou ce que Kafka a fait avec l'allemand. Il a beaucoup travaillé sur Kafka. Il dit finalement, ils sont entourés par des champs d'impossibilité. L'impossibilité de ne pas écrire, l'impossibilité d'écrire et l'impossibilité de ne pas écrire en allemand. Donc moi je dis l'impossibilité de ne pas écrire en hébreu ou l'impossibilité de ne pas écrire sur la politique. Donc ça fait que, voilà, on n'a pas, c'est pas comme en Algérie, ou même l'Algérie, hein, l'Algérie dans la littérature algérienne, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est une littérature qui a été politisée même au-delà de l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Hein, même si on prend Meursault contre Enquête, on revient quand même à... Ce n'est que ça. Oui, voilà, donc, vous voyez, on est dans un monde où... et ça se vend aussi. Ça se vend aussi, ça marche. Alors sur les langues, la question de la proximité des deux langues, vous avez raison, je suis d'accord. Hein, je pense que le fait que les deux langues soient similaires, je pense que les Palestiniens ont bien saisi cette occasion pour faciliter l'apprentissage de la langue. Et d'ailleurs, c'est eux qui prononcent l'hébreu mieux que l'israélien. Oui, parce que l'hébreu moderne a fait disparaître, par exemple, le Aïn. C'est le A, c'est l'Alef, Aïn. Ils ont le Aïn, mais ils ne vont pas dire Aïn. Mais c'est le palestinien qui va bien prononcer. Les Ashkénazes, ils ne peuvent pas le prononcer. Donc voilà, les juifs marocains par exemple, le Ra, ils vont dire Ha, parce que voilà, il y a plusieurs gutturales comme ça qui disparaissent parce que l'accent européen n'est pas habitué, donc on est un peu... Et donc voilà, il y a d'ailleurs les Palestiniens, d'ailleurs même en Cisjordanie, on trouve, et ça j'aime beaucoup voir ça, des méthodes d'apprentissage comparées de l'arabe et l'hébreu. Et donc on est toujours dans le comparé. Les Syriens étaient très bons dans ça, parce que l'hébreu a été enseigné en Syrie, donc ils ont créé des ouvrages, des méthodes d'apprentissage de l'hébreu, mais on comparait avec l'arabe. Il y a tout un aspect historique, mais on dit toujours qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est différent. Et c'est génial parce que c'est des racines trinitaires, et après on fait des schèmes, comme à Rorna on dit kataba, kataba,
Katib, Maktoub, etc. Et c'est la même chose chez eux. C'est voilà, c'est le même principe. C'est les mêmes règles. Donc, voilà. Alors, bonjour, M. Kissem. Vous avez parlé de la littérature en Palestine, donc parlons bien sûr de l'exil sans fin palestinien, donc vous voulez parler de l'exil culturel, et tout en faisant un parallèle avec donc, ce qui se passait ici en Algérie du temps de la colonisation française. Donc le comportement des Français à l'égard des Algériens qui considéraient comme des indigènes, des gens qui étaient mauvais, qui étaient des terroristes, et tout ce qui sont. Mais de nos jours, avec un sujet qui risque de vous embarrasser un peu, un sujet d'actualité, pourquoi ne pas faire un parallèle entre ce qui s'est passé depuis le temps jusqu'à aujourd'hui en Palestine avec ce qui se passe aujourd'hui ici avec un exil culturel, amazigh, sans fin. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez faire ce parallèle-là. Vous avez très bien parlé avec ce qui s'est passé avec les Français. Et parlez-nous un peu de ce qui se passe. Faites le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a l'exil culturel, sans fin. On nous interdit pratiquement tout, même les noms. Dans certains APC, on vous refuse le nom de nommer votre fille, votre fils. C'est très grave ce qui se passe, non? Oui, bien sûr. C'est un peu embarrassant, je m'excuse. Ah non, pas du tout. Alors là, c'est un sujet d'actualité. Vous allez peut-être embarrassé par ma réponse, mais non, pas du tout. Non. Bon, il y a certains camarades qui me connaissent ici. On a organisé en 89, la première manifestation avec sans autorisation à Bougie, avec le mouvement lycéen, pour l'anniversaire. C'était l'anniversaire du printemps berbère. Je me rappelle, il y avait beaucoup, non seulement l'État, mais il y avait les organisations kabyles de l'époque qui ne voulaient pas qu'on fasse ça. On l'a fait quand même. Et les gens sont sortis, tout le monde était content. Bref. Mais je n'ai pas à faire... Moi, ça ne m'intéresse pas de faire le parallèle avec la question berbère. Pour l'instant. Pour l'instant, je suis sur d'autres parallèles. Mais la question d'exil, c'est intéressant. On peut l'utiliser aussi, il n'y a pas de problème. Mais si on prend la répression culturelle, etc., l'Algérie répresse tout le monde. Il n'y a pas que le Kabyle. On écrit un poème d'amour, Zagad Alina. Ils n'ont pas le droit, oui. Chacun doit nommer son enfant comme il veut. Quoique, mais il faut rester dans des noms pour ne pas embarrasser l'enfant, bien sûr. La question de l'enseignement, c'est surtout ça, si vous voulez qu'on parle de la question berbère ici. Comment on peut avoir un enseignement scientifique? C'est ça les efforts, on doit mettre les efforts pour étudier une langue et pour pouvoir aussi lire une littérature. Mais Knis a une littérature orale. C'est pas Bouteflika qui est sur sa chaise et qui est incapable de parler qui va m'écrire ma littérature orale qui est en train de disparaître. Et donc, pour écrire cette littérature orale, il faut un enseignement correct. Il faut former des générations. C'est-à-dire que moi, je peux lancer la critique de l'autre côté. Comment on peut former? Comment on peut... J'ai mis dans l'embarras mon neveu la dernière fois avec son copain. Lisez-moi ce qu'il y a là. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de fautes, comme on fait des fautes en arabe, en français sur les enseignes et quelles. Je suis sûre que Tefina aussi, c'est la même chose. Maintenant, si vous voulez parler de l'exil, tout ce que vous voulez, je comprends parfaitement. Mais la question de l'Algérie, la question de la répression culturelle, etc., moi je pense que c'est un vrai débat national, une vraie question nationale. C'est-à-dire, comment permettre aussi aux Kabyles de pouvoir s'exprimer. Excusez-moi, le Kabyle n'est pas le centre du monde, il y a aussi le Chaoui, il y a aussi le Telgui, il y a aussi le Wahrani qui a sa langue. La langue qui vient de ces tribus, la langue du rail. Il y a aussi ce dialecte arabe aussi comment donner les droits à tout le monde de pouvoir développer cette culture orale qu'on méprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on méprise la culture orale? Même la culture kabyle orale. Le village, on s'en fout. On va prendre quelqu'un parce que Martoub, il a écrit un beau poème, avec tout le respect que j'ai pour Martoub.
Pardonnez-moi, mais vous voulez parler des mécanismes, non pour l'enseignement de Tanazir. Je parle pas du Non, on ne va pas parler, spécialement, Hassan, sur l'enseignement. Non, mais vous avez parlé justement des mécanismes, parce que, est-ce qu'il y a des mécanismes? Non, je n'ai pas dit ce qu'il y a, je sais qu'il y a. C'est de réfléchir, de faire l'effort. L'exil dont je voulais parler, parce que moi-même, jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, peut-être pas totalement comme dans le temps, mais ça s'est passé, on m'a interdit de parler en kabyle en récréation. On me disait, non, vous ne parlez pas kabyle. Et ça, c'est quoi? Mais ça a changé. On a lutté, tout le reste, ça a intervenu. C'est bien. Mais ça a changé. Nous, quand on a créé le MCB, il y a les camarades d'ailleurs, on ne pouvait rien faire. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez la marche d'Alger? Quelles avaient été organisées comment? Mais aujourd'hui, il y a des acquis. Mais c'est à partir de ces acquis-là qu'il faut construire le futur. Mais je veux dire par là que tout est fait pour que Comment? Mais tout est fait pour rendre minable toute culture populaire. Vous savez, le climat à la culture populaire, il n'y a pas, enfin, excusez-moi de vous dire, mais je comprends parfaitement. Mais il y a des acquis, qu'est-ce qu'on construit? Quelque chose de solide à partir des... Ils sont arrachés. Bien sûr, rien n'est donné, hein, lâche, hein, rien n'est donné. Bonjour tout le monde. Moi je suis très content d'avoir en face de moi Madame Aksous. Il y a sa maman ici, j'ai envie de rendre hommage à sa maman. Elle a eu combien de filles? 8 كشيشين 8 خرنزة. 8 أنت فرنسا تنقول أستراليا تنقول les États-Unis تنقول خاصة وهي qui est resté à Bougie pour s'occuper un peu des parents. Elle a sacrifié pas de ses soeurs. Je rends hommage à madame et à monsieur Aksous, وقيل اسمها ديال سساين. Non, madame Karani, 80 ans peut-être, non? 85, donc c'est pour la. Mais sinon, pour revenir à votre conférence, si j'ai compris ce que vous disiez, c'était les auteurs que vous avez étudiés et qui écrivent en hébreu pour dire aux Israéliens qu'ils existent, qu'ils ne sont pas aussi sauvages que ne les présente la propagande israélienne et tout. Si j'ai bien compris, c'est qu'ils vont dans le sens de la reconnaissance de l'État d'Israël. Et est-ce que c'est ça, est-ce que mon sentiment est vrai? Est-ce qu'ils vont arrêter un jour la guerre pour construire 2 États, l'un palestinien, l'autre israélien, se reconnaître? Et vous dites même que c'est un petit peu l'avenir dans le sens de la coexistence des religions sur le même espace, les musulmans, les juifs. Et c'est aussi le lieu de la chrétienté, la naissance de Jésus et tout. Est-ce qu'il y a cet espoir-là? Est-ce que ces artistes-là, ces auteurs, ces hommes qui ont grande sensibilité, un jour ils pourront influer sur le... Et puis une deuxième question aussi, mais je pense que c'est un peu... Boualem Sansa, qui a fait une énorme polémique, qui a été au centre d'une énorme polémique lorsqu'il a été invité par des auteurs israéliens, par une organisation d'écrivains israéliens, Manifestation Adina. Suite à la polémique que ça a engendré ici, il a eu des propos un peu, je ne sais pas, pour moi un peu malheureux, parce que d'autant plus qu'ils doivent être faux. Il a dit, je n'ai pas rencontré des Arabes heureux dans le monde arabe, j'en ai rencontré en Israël. Les 2 millions de Palestiniens dont vous parlez dans vos travaux de recherche. Est-ce que ces 2 millions de Palestiniens d'origine, enfin, israélienne palestinienne, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? En fait, Boualem Sassali voulait dire qu'en Algérie, est-ce que ces Palestiniens sont plus heureux que nous en Algérie? Voilà. Par rapport à ce régime algérien qui nous opprime. Voilà. Merci pour les questions. Sur la question, alors, est-ce qu'ils peuvent avoir un impact comme ça sur le futur? Alors, ils avaient... à un moment donné, ils avaient de l'espoir, je crois que pour beaucoup, mais l'espoir est devenu désespoir. C'est-à-dire que finalement, tout se décide avec l'intervention catastrophique des Américains. On a vu déjà là la question de Jérusalem. C'est-à-dire que ce que Trump a fait, c'est de dire que Jérusalem-Est, qui est toujours considérée comme la capitale des Palestiniens, revient aux Israéliens. Donc après, c'est tout, on voit, ces auteurs-là beaucoup ont perdu espoir, parce qu'ils ont essayé, ils étaient jeunes, ils se sont dit, allez, on va faire quelque chose, il y aura peut-être un État, 2 États, etc. Finalement, maintenant, il n'y a même pas la question de 2 États.
Il y a tellement de colonies en Cisjordanie que Israël veut annexer les colonies, donc voler encore toutes les terres, etc. Alors la question de la reconnaissance, c'est autre chose, parce que même Hamas et l'OLP, ou l'autorité palestinienne, ne disent pas qu'on ne reconnaît pas Israël. Eux, ce qu'ils disent, on veut notre État dans les frontières de 67. Et c'est ce que les Américains et les Israéliens ne respectent pas. Et c'est là où les Israéliens vont occuper au-delà des frontières de 67. Donc pour les Palestiniens qui sont en Israël, ils ont une nationalité israélienne. Alors, moi je trouve que chez les Palestiniens d'une manière générale, alors j'explique un peu, les Palestiniens, il y a plusieurs sortes de Palestiniens. Il y a des Palestiniens qui sont en Israël, on les appelle Palestiniens de 48, parce que c'est sur cette terre de 48, c'est-à-dire cette terre qui, avant l'existence 2 millions aujourd'hui. Oui, les 2 millions. Il y a les Palestiniens qui sont en Cisjordanie, Dhafa, al-Gharbiyya, où il y a Ramallah, où ils ont construit le mur pour séparer Jérusalem de Ramallah. Il y a aussi Beit Laham, etc. Il y a aussi les Palestiniens de Gaza, qu'on appelle la plus grande prison à ciel ouvert, où ils ont construit des murs, ils ont mis des checkpoints, etc. Et ce n'est pas que les Israéliens, les Égyptiens aussi, ne laissent pas les Palestiniens sortir ni rentrer. C'est devenu une prison. Il y a les Palestiniens qui sont dans les pays arabes, le Liban, en Syrie, en Irak, etc. Il y a des Palestiniens qui sont ailleurs, en Europe, aux États-Unis. Donc il y a une richesse comme ça spatiale, enfin due à la richesse spatiale de l'espace, plusieurs endroits. Et il y a plusieurs littératures. Il y a des littératures qui s'écrivent aussi en anglais, en français, en espagnol, bien sûr en arabe, etc. Et donc c'est un peu demander à un Palestinien américain qu'est-ce que tu es. Il a son identité aussi, il a son passeport américain, il a grandi aux États-Unis, il est aussi quelque part américain. Et donc ce Palestinien de 48, il est aussi quelque part de cette Palestine 48. Il est très solidaire avec le Palestinien de l'autre côté, qui les sépare avec le mur, mais il est Palestinien de 48. Il a sa propre identité aussi, il a ses propres codes, il a ses propres centres, voilà. Donc oui, lui, il n'appelle pas personne n'appelle à la destruction d'Israël. Il n'y a que Netanyahou qui invente cette destruction-là. Je veux dire, même Hamas a voté la reconnaissance d'Israël dans les frontières de 67. Bon, après ça, on rentre dans les questions politiques, enfin, de géopolitique. Alors, pour son salle. Bon. Il faut y aller, hein? Non, je vais y aller. Non, j'ai pas peur. Non, mais je veux dire, dans ce sens, on n'aime pas plus que ça. Oui, non, mais on peut aimer, enfin, ce qu'il voilà, écrit, on aime, etc. mais C'est-à-dire qu'avec Sal, quand il a été à Jérusalem, il s'est fait tout seul son fromage. Il a fait le camembert imanis, c'est-à-dire et al tamra imanis, parce que c'est pas le seul Algérien qui part en Israël, non, franchement. Il y a beaucoup qui vont à Jérusalem avec leur passeport français, c'est pas le premier. Il a jamais, je pense pas enfin, bref, maintenant avec quel passeport il a été, c'est pas ça, c'est pas le problème. Avec lui, il a le droit aussi d'aimer les Israéliens. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est dénigrer de l'autre. Parce que ce qu'il a fait, quand il a été à Jérusalem, il a dit « moi, je vais aller faire la paix ». Le problème, c'est qu'il a contacté personne. Tu vas faire la paix, quoi? Les autres, c'est des idiots sur place? Vous pensez que les négociations que lancent les Palestiniens depuis longtemps, c'est rien? Bon, donc il a pris un peu... et il a été utilisé. C'est un peu l'image, voilà, on a un auteur algérien d'Afrique du Nord, Hiroh, à un congrès important, enfin c'était c'était un truc des écrivains, un truc important à Jérusalem. Et effectivement, quand il a dit, il a vu des Palestiniens heureux, enfin je ne sais pas où est-ce qu'il a été, moi j'en vois pas beaucoup. Oui, peut-être qu'il y a des gens, je vous ai dit, les Palestiniens de 48 par exemple, les parents ont insisté à ce qu'ils fassent leurs études. Donc il y a des enseignants, des médecins, crâne. Bien sûr, crâne pour vivre dans des maisons, évidemment. Mais culturellement, c'est des gens qui sont malheureux, oui, qui ne sont pas heureux. Parce qu'ils sont toujours dans cette défensivité de devoir lutter pour sa culture, pour sa langue, etc. Et Sansal, il a fait de la manipulation. Et après, il a dit, oui, je suis en danger pour rentrer en Algérie. Et chez moi en Algérie, il n'a pas eu de problème. Il rentre, il sort, etc. Mais lui, enfin, c'est juste, enfin voilà.
C'est de la pub, quoi. Oui, de la pub, comme ce qu'il a été, là je vais parler un peu sur le plan littéraire. Quand il a écrit Le village de l'Allemand, moi je trouve, bon, c'est un livre qui se lit, parce que la fiction, on peut écrire ce qu'on veut, on peut pas... C'est pour ça que je dis que finalement, quand on écrit un livre, un roman, ce n'est pas l'écrivain qui est important, c'est le contenu. Parce que je peux inventer ce que je veux, tout ce que je veux. Ça, il l'a écrit sur un Allemand ex-nazi qui s'est réfugié d'ailleurs, ok, et qui a travaillé avec le FLN, etc. Le problème avec Sensal, c'est que quand il est venu faire la campagne de son film en Algérie, il a fait croire pratiquement à tout le monde, il pouvait aller regarder hein, sur les vidéos sur Internet, on avait l'impression que c'était la réalité. Alors que de l'allemand, si vous regardez le dernier ouvrage de Boujedra, il parle, il répond à ça, à Sensal, il a raison. Il s'agit d'un Allemand, effectivement, parce que tout le monde était appelé. C'est comme vous avez presque tous fait l'armée algérienne, quoi. Vous êtes tous des collaborateurs, non. Vous avez tous tué en 88, non. Ben, c'est la même chose pour cet Allemand qui avait rejoint les rangs du FLN pour la libération, comme beaucoup d'autres. Donc voilà, je trouvais qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle de sa part. Sinon, il fait ce qu'il veut. Et il va... Tombouctou s'il veut, personne ne va l'empêcher. Et d'ailleurs, le gouvernement algérien ne l'a pas empêché. Il se met du côté des puissants. Bah, c'est son choix, il peut décider comme ça. Moi, j'ai toujours pensé que le problème palestinien et israélien est un faux problème. Du moment que les deux fils d'Abraham, Isaac d'un côté et Ismaël de l'autre, c'est une question d'un mauvais partage. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Dire que les Israéliens voulaient détruire l'identité, faire disparaître l'identité des Palestiniens, donc il s'agit des Ismaélites, je pense que l'identité ismaélite existe en Arabie Saoudite, au Qatar, en Algérie, en Libye, etc. Donc il ne risque rien du tout. Par contre, le berbère, l'africain, les Français ont tenté de détruire l'identité africaine. Et vouloir, est-ce qu'il convient maintenant, ma question, est-ce qu'il convient de calquer l'exemple israélien, palestinien, sur l'exemple algérien? Est-ce qu'il convient, est-ce que ça convient? Non, on n'est pas dans le même cadre. On est quand même un pays souverain. Ici, il y a une souveraineté politique, culturelle, tout ce qu'on... Non. Mais on n'est pas obligé à chaque fois... On peut parler de la question palestinienne... Allez, je rajoute, j'ai oublié. Donc, j'ai dit que c'est un faux problème, je considère ça. Et pourquoi, dans toutes les recherches, toutes les études, on oublie de mentionner le fait que ce sont des frères. Voilà. Les Juifs et les Arabes. Pourquoi mais le problème palestinien n'est pas un problème religieux. C'est pas un problème religieux, c'est un problème politique. En amont, c'était ça. Hein. Non. Depuis le début, c'était pas un problème religieux. Non, ça jamais... Oui, mais le sionisme pouvait utiliser les arguments qu'il voulait, mais les membres fondateurs du sionisme étaient tous athées, socialistes, communistes, etc. Donc c'est pas un problème religieux. On a transformé ce problème en question religieuse. La question, c'est, il y a une terre, un peuple qui a été expulsé de sa terre. Maintenant, comment corriger cela et comment faire que tous les humains, des nains, qui partagent la même terre? C'est surtout, pour moi, c'est ça. Comment faire pour que personne... C'est pour ça que j'ai commencé avec Frantz Fanon. Il dit, lui, mais je ne veux plus que personne m'écrase, ni que moi j'écrase l'autre. C'est ça ce qu'il dit. Donc c'est ça, de réfléchir dans ce sens-là, c'est pas un problème religieux. C'est pas un Abraham, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Après, la religion reste une question privée. Jérusalem, c'est une très belle ville d'ailleurs, qui a toujours résisté avec 3 religions monothéistes. Et d'autres religions aussi, avec les athées aussi. Il n'y a pas qu'aussi que les religieux, ou les gens qui croient. Maintenant, on n'est pas obligé à chaque fois qu'on parle de la Palestine, on compare avec Kabyle. Pour moi, c'est un faux départ. Et c'est pas la même chose, il y a plus d'écrits berbères en Kabylie que d'écrits de panneaux en arabe en Israël. Alors qu'il y a 2 millions de gens qui lisent, qui parlent et qui dorment avec la langue arabe. C'est pas la même chose. C'est pas la même histoire. On est dans un pays souverain. On ne peut pas parler, les Palestiniens n'ont pas de pays souverain. Il n'y a pas d'État palestinien, ça n'existe pas.
Et avec la bénédiction de Trump, ils vont tout faire pour qu'il n'existe pas. En plus, même s'il existe, ils vont leur donner un bantustan, et voilà, un petit truc comme ça où il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Pour moi, il n'y a pas de parallèle pour eux. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bonjour tout le monde. Voilà, je voudrais pas poser la question politique parce que depuis 1948, le colonialisme, le sionisme, il est là. On se souvient en 67 qu'on va éliminer les Juifs en 3 jours, en 73. À ce jour, ça fait déjà plus de 50 ans, le sionisme demeure encore. Oui, je voudrais aller, plutôt moi ça m'a donné à réfléchir sur la littérature justement en langue française du colonialisme français, tel que Mouloud Mamri, Mouloud Faraoun, Katab Yassine, Assia Djbar, tout ce monde-là qui ont participé avec la langue du colonialisme pour crier haut l'indépendance de l'Algérie au fait. Comme je ne connais pas réellement la question juive et palestinienne, est-ce que dans la littérature, justement, ces gens qui écrivent en hébreu ou qui s'échangent, qui se traduisent, ne va pas dans le sens, justement, de réunir toutes ces gens à travers la littérature pour dire non au colonialisme, qu'il y en a marre, ça fait 60 ans qu'ils vivent tout ça. Est-ce que la littérature ne joue pas, ne va pas jouer, parce que moi je considère que la littérature, elle est au-dessus de tout, du politique. Le politique, c'est tout, mais la littérature, c'est la profondeur des masses, c'est l'identité d'un chacun, c'est l'amour d'un chacun envers les autres. Est-ce que la littérature ne va pas dans le sens, si on arrive justement à écrire en hébreu, à écrire en arabe et à traduire l'un par l'autre, à aller dans le sens de la paix? Voilà. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, certainement. C'est pour ça que, tu as raison, parce que moi, c'est ce qui m'a intéressé, parce que c'est pour ça que je dis, la littérature touche à la subjectivité de l'autre, touche à ce qui est profond, à la nature de l'autre aussi, à comprendre l'autre, à aller vers l'autre, un peu ce que Frantz Fanon a fait. Mais nous, on est avec le choix, par exemple, le choix d'écrire en hébreu. Ça a été, oui, bien sûr, beaucoup ont cru à la paix à un moment donné, mais vu les différents gouvernements messianiques, hein, c'est du messianisme qui est au pouvoir en Israël. Et d'ailleurs, Ben Gurion n'a jamais, il n'a jamais créé une constitution. Ils n'ont pas de constitution, parce qu'une constitution demande des frontières. Et les frontières, c'est le grand Israël, ils peuvent aller encore plus loin. Jusqu'ici. Ouais, la Cisjordanie, c'est... donc ils sont un peu dans ce délire messianique qui est très fort. C'est-à-dire que cette politique, finalement, est très 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 forte, et la littérature reste quand même quelque chose d'assez minime, etc. Mais ça peut influencer des gens. Quand j'ai donné l'exemple de Yehuda Shahrabani, lui, il ne connaissait pas l'arabe. Et c'est vers la cinquantaine qu'il a commencé à apprendre l'arabe. En 10 ans, il est devenu traducteur de la littérature. Et c'est parce qu'il a lu ces auteurs-là, parce qu'il a côtoyé ces auteurs-là. Parce que voilà, la littérature peut avoir un effet, une influence comme ça sur des individus. Mais comme la littérature algérienne n'a pas libéré le pays, hein, s'il n'y avait pas eu... Enfin, je pense. C'est-à-dire qu'elle nous a laissé des traces finalement plus intéressantes d'ailleurs, parce que si on prend Katab Yassine, etc., heureusement qu'ils ont existé, parce que sinon on n'aurait eu que la propagande officielle. Voilà. On est tous montés au... La littérature en langue française, ça a transcendé un petit peu l'Algérie vers l'international. Tout à fait. Et nous aussi. En Kabyle, les autres ne pouvaient pas lire, les Allemands ne pouvaient pas lire, les Italiens. À l'époque, oui, bien sûr. Donc la question a été portée. Je pense que ça reste. Sinon, la question politique pour la Palestine, moi, si je vois, bon, du côté humain, je suis un petit peu humaniste, mais il y a un autre côté, quand ça dure, moi je dis, donnez des Kalachnikov aux Palestiniens, vous allez voir. Ah oui, oui. On ne donne pas des pierres aux Palestiniens, il faut leur donner des Kalachnikov et on verra demain. Parce que... Bien sûr. Par exemple, là, justement, tu poses la question de la paix, etc. C'est pas la littérature, même, c'est un avis, hein, c'est mon avis. C'est pas la littérature qui va changer les choses. C'est les guerres, malheureusement. On l'a vu à travers l'histoire, c'est malheureusement les guerres qui changent les choses. Si on prend l'exemple de la guerre d'Algérie, la société française a commencé réellement à bouger. C'est quand on a commencé à prendre
les cercueils. Parce qu'ils étaient loin de la métropole, ils étaient loin, ils ne voyaient pas la bataille d'Alger, toute cette campagne de torture, etc. Personne ne la voyait de la métropole. Mais quand les cercueils ont commencé à arriver en métropole, là, ça a changé les choses. Là, il commençait à y avoir des mobilisations, etc. Et en Israël, c'est la même chose. Ils sont Ishlajo, Macho, etc. Et ils envoient des avions, ils balancent les bombes, ils détruisent le Liban, Gaza, etc. Mais rappelez-vous, la dernière guerre du Liban, ils ont envoyé des soldats. Là, ils ont eu des morts. Là, ça a commencé un peu. Parce que perdre aussi son enfant, les gens n'ont pas envie de perdre leurs enfants. Qu'ils soient chinois, juifs, arabes, etc. Et je pense que c'est ça, c'est là où Kalachnikov va intervenir. Si les Palestiniens avaient la même force et s'il y avait une guerre d'égal à égalité, là, ça aurait été autre chose. Là, et je pense que la conscience, malheureusement, elle va venir à travers la guerre. Les grandes grèves en Europe, c'était la Première Guerre mondiale. C'était ce charnier-là qui a fait que les consciences ont commencé à bouger. Malheureusement, j'espère que je n'ai pas raison. Mais si on prend l'histoire qui a tendance à se répéter, pas comme une farce, mais qui a tendance à se répéter, c'est comme ça. Même, par exemple, les Israéliens, le peuple israélien, je suis sûr qu'il n'est pas aussi méchant que le gouvernement, parce qu'il est comme ça, parce que c'est un gouvernement de droite, d'extrême droite. Mais vote pour lui, hein? Oui. Ils votent pour lui, mais il y avait aussi, par exemple, dans les dernières élections, il y a eu la liste arabe unifiée, et ça a été fait avec des organisations palestiniennes et partis communistes, mais beaucoup d'Israéliens ont voté pour cette liste. Quand je dis beaucoup, bon, c'est relatif, mais oui, effectivement, il faut toujours voir le gris. On ne peut pas juger, c'est comme ici en Algérie, s'il y a des répressions, on ne va pas juger tout le peuple. Les gens vont suivre, c'est une question après d'éducation. Les gens vont voter aussi s'il y a autre chose qui est proposé, je pense. Il y a un racisme important quand même, hein, qui est très implanté. C'est-à-dire que la religion, mais plus aussi de cette politique de l'idéologie sioniste qui a fait que de croire à l'autre qu'il est supérieur aux autres et que voilà. Je reviens, madame, encore. Vous vous souvenez sans doute, comme nous tous d'ailleurs, d'un slogan d'un ancien président algérien. Vous me dites. Ahna al-Jazair ma'a Palestine zalima ou madrouma. Est-ce que dans ce slogan vous trouvez une certaine logique? Et si c'est le cas, est-ce que c'est d'actualité? C'est valable aujourd'hui? Oui, bon, vous me dites, il était poète, Hassan. C'était joli. Non, bon dire. Non, c'est bon. Non, bon, moi, les circonstances, c'est-à-dire que lui, il a fait un peu de poésie, c'était joli. Mais entre nous, elle n'est pas d'Alema dans quoi? Elle n'est pas, c'est-à-dire quand on prend dans la question de relation des forces, elle n'est pas... Donc voilà, moi je ne vais pas changer ce slogan, on le laisse, hein, c'est bien pour l'histoire. Maintenant, par contre, ce qui m'intéresse par exemple, c'est Edouard Saïd. D'ailleurs que la presse israélienne a appelé quand il est décédé. Edouard Saïd est un intellectuel palestinien qui est mort aux États-Unis. Et quand il est mort, il y a eu un article dans un journal israélien pour lui rendre hommage en lui disant « le dernier juif est parti ». Parce qu'il représentait cet intellectuel de l'exil, qui n'appartient à aucun lieu, et qui a écrit sur l'orientalisme, etc. Et lui, il a dit, il a raison, moi je suis d'accord avec lui, que finalement la question palestinienne, et c'est la dernière question coloniale importante de notre époque, elle continue. Il a dit ça avant de mourir en 2003, mais ça continue, c'est une question coloniale, on est dans cette chose-là. Non, mais est-ce qu'il y a une logique dans tout ça, et est-ce qu'il est d'actualité? Dans le Madroma, elle est Madroma, Zalima ou Madroma. Oui, mais Zalima, moi je pense, je ne sais pas pourquoi il l'a dit, mais je pense qu'il l'a dit dans un sens esthétique. C'est pour ça que j'ai dit, c'est joli ce qu'il a, c'est un poète. Esthétique de la catastrophe, oui. Oui, mais je pense. Est-ce qu'il est d'actualité? J'ai répondu. Il n'y a pas. Par contre, si on veut parler après, au niveau de la gestion de l'autorité palestinienne, c'est autre chose. Ils travaillent exactement la même chose comme l'Algérie. Ils répriment tout le monde. S'il y a un roman sur le hub, ils peuvent l'enlever. S'il y a un truc qui ne leur plaise pas, ils peuvent l'enlever. Ça ne change rien.
Plusieurs gouvernements font ça dans le monde. Voilà. Mais pour l'instant, oui, elle est autonome. Donc actuellement, l'Algérie, si la Palestine va les marre, on ne peut pas être avec eux. Oui, mais Dalima, c'est-à-dire on va faire de la fiction. À la limite, on peut être avec la Palestine tout en disant Mazrouma. Alors je ne comprends pas votre question, parce que pour moi c'est un peu de la politique fiction. En fait. Je ne peux pas. La Palestine n'a même pas de char pour aller attaquer la Jordanie. Maintenant, si elle a attaqué la Jordanie, on peut discuter ou chaud. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, les Palestiniens en Israël, ils n'ont même pas une maison d'édition, on revient à la culture, qui est stable. Ça a toujours été des maisons d'édition. Oui, Issa Akhram, Issa Garage, vraiment c'est ça. Issa Garage, il a fait une imprimerie. Et ils font des livres, ils encouragent, etc. Il n'y a pas de... Il y a par exemple 23 maisons d'édition, ou même plus, 27 sérieuses, connues, établies en Israël. Pour l'instant, je compte que 2 chez les Palestiniens. Et qui risquent de disparaître parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes moyens. Alors, si je vous parle de la Cisjordanie, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils vivent que des aides internationales. Ou ce que la diaspora pourrait ramener, surtout les aides internationales. Donc, Zulf Lawan, nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation. Donc, c'est-à-dire faire le parallèle entre l'État israélien et l'État que vivent les Palestiniens en Israël. Et l'État qu'on vit Les Kabyles en Algérie. Donc les Kabyles, les Amazirs, d'une manière générale, vous nous avez parlé du nomadisme culturel, donc nous le vivons aussi. Nous le vivons. Autrement dit. Donc, même en tant qu'Algérien, en tant que Kabyle, en tant qu'Amazir, ça a quand même beaucoup de similitudes avec les Palestiniens qui vivent en Israël. Donc, on subit des pressions idéologiques terribles. Ils essayent, donc le pouvoir essaye de nous exterminer, d'exterminer notre culture et la remplacer par l'idéologie salafiste, musulmane. Donc, c'est-à-dire, moi je trouve que les Palestiniens d'Israël peut être calqués. Donc, est-ce que vous ne voyez pas que le nomadisme que vivent Dina, nous le vivons aussi? Donc, voilà ma question. Non. Je l'ai déjà répondu tout à l'heure, mais non, c'est pas. D'abord, je ne suis pas d'accord salafisme musulman, parce qu'il y a des musulmans qui sont pas salafistes aussi. C'est ça encore. Je dis, c'est pas un, c'est plusieurs. Dans la débat là, c'est la question berbère, la question kabyle. Ce que je veux dire, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que, et ça reste un avis, mon avis. Je pense, il n'y a pas d'extermination des Kabyles. Il n'y a pas. Des tentatives. Non, il n'y a pas de tentative. Il n'y a jamais eu de tentative. L'extermination de la culture. Non, l'Algérie. Et parler de la souveraineté politique et culturelle de l'Algérie. Et ceux qui ont mené cette souveraineté culturelle, etc., hégémonique, contre les minorités en Algérie, il y avait des Kabyles aussi. Il y avait des Chaouis aussi. Mais les Kabyles, ils sont au pouvoir aussi. Les Chaouis aussi. Donc c'est pas une question juste kabyle. C'est pour ça que je dis, pour moi, les nationalistes algériens, malheureusement, peut-être qu'il y avait la période entre 62 et 65, on pouvait avoir une Algérie intéressante, puisqu'il y avait encore des minorités, il y avait les chrétiens, les juifs. D'ailleurs, la première constitution algérienne, elle donnait 2%, je crois, de sièges. Le premier parlement a donné 2% de sièges aux Européens, qui sont restés. Donc peut-être si on avait gardé cette Algérie, on aurait pu avoir une Algérie plus intéressante. C'est-à-dire pas dans la situation d'aujourd'hui.
qu'on critique, parce qu'il n'y a pas que du négatif aussi. Mais on est passé à autre chose. Mais ils n'ont pas une vision à long terme. Mais quand vous regardez à Bougie, comment ils ont détruit la nature, excusez-moi, c'est pas l'Ouahrani qui est venu détruire la nature, Daqbaili qui l'a fait, parce qu'on a été élevés sans vision à long terme, sans penser à nos enfants, qu'ils ont besoin d'un pour respirer, un jardin pour jouer, enfin je sais pas, voilà, donc ça c'est la différence. Chez les Palestiniens, ils n'ont pas ce choix. Nekni, on a ce choix. On a ce choix de faire un théâtre, et tant mieux, vous avez un très beau théâtre. Vous avez une belle discussion ici, c'est extraordinaire. Un lieu de discussion démocratique, c'est extraordinaire. C'est pas nécessairement vrai là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais au Caire là, il y a 15 jours, à la foire du livre. À la foire du livre. Mais t'as Mazir ton grand. Kahira. L'Algérie est l'invité d'honneur. T'as Mazir ton grand. C'est d'hypocrisie. Oui, mais comment, oui, grave d'hypocrisie. C'est pour ça que moi je dis, comment la question, on revient encore. Cet espace, ils vous ont envoyé la police pour l'interdire. La vie, bien sûr. Oui, je sais, mais c'est bien, vous avez résisté. C'est du colonialisme quand même. Non, c'est pas du colonialisme. Ça, c'est de la répression qui peut exister. À Paris aussi, on a fait une manif palestine, ils nous ont réprimés. Ils ont envoyé la gendarmerie. Ils sont des chez nous, on est Palestine. C'est la même chose. Quelque chose. Voilà, donc je pense que. La souveraineté. Parler de la souveraineté de l'Algérie est un grand point d'interrogation. Parce que la souveraineté est hypothéquée, elle est cédée au profit justement des intérêts individuels. Voilà, c'est. Merci pour vos questions. Alors, moi je vais poser une question sur la langue. Les Israéliens, ils ont au moins le mérite d'avoir ressuscité la langue hébraïque, n'est-ce pas? Elle n'existait presque pas avant 1948. D'abord, c'est des Juifs qui sont venus de partout. Ils ont parlé l'hébreu différent, très différent les uns des autres. Comment ils ont pu associer tout ça et d'abord raviver leur langue? C'était une langue morte, l'hébreu. Elle était plus morte que le kabyle, que le berbère, par exemple. Je pense que les Juifs ne parlaient pas l'hébreu avant 1948. Les Juifs d'Allemagne ou les Juifs d'Algérie, c'est un peu dommage. Les Juifs d'Algérie parlaient l'arabe, ils ne parlaient pas le kabyle. Les Juifs d'Algérie, en fait, très peu. C'est des études qui ont été faites en France. Les Juifs d'Algérie ne se sentaient pas berbères, ils se sentaient arabes. 120 000 Juifs d'Algérie, mais c'est pas ça le rêve. Non, mais je veux dire, il y a eu une langue qui était plutôt morte. Ils sont venus de partout. Ils ont construit un État, à mon avis, colonial. Il n'y a pas de souci. Ils ont pris un territoire, ils ont spolié des gens. Mais ils ont ressuscité cette langue à tel point que des Palestiniens écrivent dans cette langue pour qu'ils soient compris par les Israéliens. Est-ce que nous avons, qu'est-ce qui manque à l'Algérie? Qu'est-ce qui nous manque à nous pour en faire de même avec la langue berbère aujourd'hui, qu'elle est officielle? Est-ce qu'on a cette chance-là? Qu'est-ce qui nous manque pour le faire? On nous dit que c'est un chantier impossible. C'est ce qu'ils nous disent un peu, hein? Alors que les Israéliens, ils sont venus de partout, ils ont fait une langue pourtant. Est-ce qu'une crédence, alors c'est intéressant la question, je trouve aussi très intéressante la question de la renaissance de la langue hébraïque, parce que une des choses, c'est vrai, les Juifs ne parlaient pas l'hébreu, l'hébreu c'était la langue liturgique, c'est-à-dire de la Bible, quoi. Où c'était juste aussi. Donc les Juifs algériens parlaient soit l'arabe, le France c'est les Juifs algériens, hein, parce que la France a vraiment séparé les Juifs au point de renier. Ouais, au point d'oublier même la langue arabe. Les Allemands parlaient l'allemand, etc. Mais l'effort qui a été fait sur place, j'ai dit, ils ont beaucoup pris de l'arabe, ils ont beaucoup étudié l'arabe pour travailler la grammaire par exemple, mais ils ont beaucoup traduit. On traduit beaucoup. Ça a été un socle pour la renaissance de l'hébreu, ils ont traduit. Leurs grands poètes étaient des traducteurs. Ils ont traduit toute la littérature russe, allemande, tout ce qui était important, française, etc. Et c'est ça qui a fait, entre autres, bien sûr, ils ont mis en place des écoles, etc. Moi, alors, je ne sais pas si c'était le modèle à transférer ici,
parce que c'est pas la même situation, parce qu'il y a une langue vivante, mais c'est pas une langue morte, le berbère quand même. Moi je pense qu'il faut chercher au lieu de... Le problème, c'est-à-dire que si on dénationalise le berbère, parce que j'aime pas dire kabyle aussi, parce qu'il n'y a pas que les kabyles, et de voir les besoins de chaque communauté, et que chaque communauté arrive avec ses propres besoins. Par exemple, je veux écrire en caractère arabe parce que je lis l'arabe, et ben j'écris, les Chaouis par exemple, ils sont plus arabisants, ils vont écrire en arabe. Les Kabyles peut-être ils vont plus écrire en caractère latin, parce qu'ils ils connaissent plus le français. Des trucs comme ça, mais encore prendre tout ce qui est pour moi de la culture orale. Je vous donne un exemple. Il y a Camus qui a été traduit en kabyle. Je l'ai acheté. Qui l'a lu? Camus en kabyle d'ailleurs. Je ne sais pas que ça existe en kabyle. Hein? Je ne sais pas que ça existe. Oui, Abrani, aussi une fois qu'il y a eu, aussi Abrani, c'est ce titre? Abrani. Puis je trouve que c'est un beau titre. Ça. Mais pourquoi ne pas transcrire déjà? Je ne sais pas, il y a des chants, au lieu que ça soit juste des études universitaires ou françaises. Enfin, moi, je pense que l'enseignement du berbère n'est pas démocratisé, assez démocratisé. Et qu'il faut qu'il se fasse pour qu'il y ait... qu'on se sente, que les gens qu'il y a un vide, enfin qu'ils puissent remplir ce vide-là. Bon, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave. Mais ce que vous devez quand même comprendre, non, mais bon, vous ne devez pas je crois qu'il y a une oublier, autre question là. Pardon. C'est juste, ça se relate justement à ce que vous dites, c'est que les mécanismes de répression israéliens à l'égard des Juifs, à l'égard des Palestiniens, n'arriverait même pas à un millième au mécanisme algérien de répression. Non, j'ai compris que c'était votre position, mais vous avez le droit de le penser. C'est énorme, c'est diabolique. Et dans toutes les institutions. Donc ça ne peut pas se comparer, c'est très loin. On est très loin, on est en avance, au moins sur une chose. Je voudrais intervenir. Bon, ma position personnelle, c'est que je ne crois pas que la situation en Israël et en Palestine a un rapport avec la situation en Algérie, parce qu'en Palestine, c'est une guerre coloniale, c'est une guerre impérialiste que mène Israël en Palestine et aussi ici en Algérie. C'est qu'on a notre indépendance, mais il y a une direction politique qui est dictatoriale, ou bien on peut la nommer de différentes manières. Et il n'y a pas que le Kabyle, je pense, qui est réprimé, mais même l'arabe populaire est réprimé. Comme vous l'avez dit, c'est une des revendications du mouvement 80. Par rapport à... Bon, je ne voudrais pas citer certains auteurs ou bien certains écrivains qu'on connaît leur tendance, ou bien tel Kamel Daoud, moi je les appelle comme c'est des néocolonialistes, donc ils disent que je ne suis pas solidaire avec la Palestine, mon truc est rhétorique. Donc, vu que vous êtes un truc beaucoup plus politique et tout, tu es de la rhétorique et tout, donc je voudrais citer, parler d'un auteur que vous avez cité, qui est Shlomo Sand. Il y a un discours, une propagande, qui قارن باللي la domination, bien le colonialisme, le retour des Juifs et la Palestine, il est justifié parce que c'est leur terre natale, c'est leur terre promise et tout. Mais Shlomo Sand, j'ai vu une conférence, et que la terre d'Israël fut inventée. Comment la terre d'Israël fut inventée. C'est-à-dire que je voudrais avoir un éclaircissement par rapport à ça. Et merci. Shlomo Sand, il a écrit plusieurs ouvrages, comment le peuple juif a inventé, etc. Il n'y a pas qu'un seul ouvrage. Je l'expliquer par cet exemple. Tu vas lui dire, ah moi c'est ma terre, toi t'es venu, je sais pas, il y a quelques siècles avec l'arrivée des Arabes, mais moi je suis là depuis Messensen, etc., etc. Donc tu vas te dégager, ça devient un peu, c'est-à-dire que tu vas chercher un peu des arguments irrationnels pour justifier une situation, comme tu dis, coloniale. C'est-à-dire que tu vas répéter exactement ce que toi tu as subi, tu vas le faire aux autres.
Et donc, oui, on va... Mais Shlomo Sand, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il est israélien. Lui, parce que l'État israélien n'est pas un État comme laïque, dans le sens où il y a une séparation... démocratique. Voilà. Et il y a des tribunaux religieux, les mariages interreligieux sont interdits, on peut pas, les gens qui veulent se marier, ils vont aller à Chypre, etc. Donc Shlomo Sand, c'est quelqu'un qui s'oppose à cela. Lui, il veut un État où tout le monde a son droit, les Palestiniens, le juif, et que parce qu'avant, jusqu'à il y a quelques 2-3 ans, on écrivait encore sur la carte d'identité juif, arabe, on mettait l'origine de la personne, etc. Et donc voilà, c'est un peu dans lui, c'est plus compliqué, il va dans toutes des considérations historiques. Il ne dit pas qu'Israël n'a pas existé. Les Juifs, quand ils prient, ils disent l'année prochaine à Jérusalem. C'est ça leur prière. Mais l'idée, c'était pas, mais tout le monde fait ça. C'est comme un musulman qui voudrait aller faire le Hajj al-Mekka, mais l'idée, c'est pas d'aller habiter le Mekka et coloniser le Mekka. Voilà. C'est plutôt. Mais aujourd'hui. Moi, je vous conseille de lire Shlomo Sand parce qu'il part aussi à partir d'expériences sur la question nationale, entre autres l'expérience de Lénine, Rosa Luxembourg, pour arriver à aujourd'hui, pour expliquer un peu finalement que le sionisme, c'est aussi un nationalisme. Il faut le traiter d'une manière rationnelle. C'est un nationalisme qui cherche à avoir certains arguments pour opprimer l'autre. Comme chaque nationalisme, il faut toujours un élément central pour s'opposer, se différencier des autres. Donc voilà, c'est ça Shlomo Sand. Mais aujourd'hui, maintenant que l'idée de la terre qui appartient aux Juifs depuis 2000 ans, etc., soit des arguments irrationnels, aujourd'hui il y a une situation, il y a une terre, pour moi, qui peut être partagée par les deux. Il y a un peuple qui est opprimé, les Palestiniens. Leurs terres sont volées de plus en plus. Ils n'ont pas de droit, etc. Maintenant, la question, comment ces deux peuples peuvent vivre sur la même terre, sans que l'un écrase l'autre. Et surtout, comment libérer les Palestiniens de cet État où il n'y a ni souveraineté, ni rien du tout. Enfin voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais Shlomo Sand, il est intéressant. Alors, je reviens sur la question, ce que vous avez dit au début. Je me permets, par rapport à Kamel Daoud, etc. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'ai lu ses livres, et je pense qu'il faut lire ses livres, et je pense que tout est une question de débat. Le problème avec Kamel Daoud, c'est que c'est l'État français qui a commencé à le défendre contre des gens qui ont dit « on n'est pas d'accord avec toi », c'est tout. Mais sinon, il écrit, enfin je ne sais pas s'il est néocolonial ou pas néocolonial, etc., mais bon, il a le droit aussi de penser ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui n'a pas... C'est comme Bouchdela, il n'a pas peur de venir débattre. Et ce qui est bien, j'espère que vous allez l'avoir et vous posez-lui la question, il va vous expliquer. Mais il faut débattre, il faut donner des arguments. Parce que on jette une... Je dis, je suis le fruit de l'école ici. Ouais, toi, t'es comme ça. Mais tu es comme ça, pourquoi? Vous voyez ce que je... Vous voyez un peu ce que je veux dire, voilà. Je ne sais pas si vous avez lu ces romans. Pardon? Même moi, j'ai le droit de penser ce que je veux. Bien sûr. Non, c'est intéressant, bien sûr. Il faut. Mais c'est toujours une question de débat et d'arguments. Pourquoi vous pensez, par exemple, que c'est du néocolonialisme? Parce que moi, j'ai lu Meursault, je ne vois pas d'aspect au contraire. Je trouvais que c'était très intéressant. Beaucoup ne l'ont pas aimé. D'ailleurs, il a été traduit en hébreu. Meursault. Et la critique israélienne a été très dure avec Kamel Daoud. Ils n'ont pas du tout aimé le roman. Lequel qui a été traduit? Meursault. Mais Meursault, de France ou d'Algérie? Ah, de France, pas d'Algérie. Parce que c'est pas le même. Bien sûr que c'est pas le même. Mais moi, quand j'ai lu celui d'Algérie, c'est celui-là que j'ai lu. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Puis finalement, Kamel Daoud, il a des questions centrales. Kamel Daoud n'a rien à voir ni avec Camus, etc. Parce que bon, pour se faire connaître, je comprends, c'est des questions de stratégie. Son roman est à propos de l'Algérie postcoloniale. C'est ça, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Quand il est dans le bar, quand il parle de sa mère, c'est ça. C'est l'Algérie postcoloniale. Voilà, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut faire du pays. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et on va débattre avec lui sur ça. Après, si le Premier ministre français le défend, c'est son problème. On continuera à nous défendre. Je veux initier une amplitude dans ce chapitre de parler KB, en KB. Bon,
Je veux corriger une information concernant le livre Abraham. Je suis enseignant à l'université de Béjaïa, au département de langue et culture amazigh. On a fait des travaux sur ce roman. Abraham? Oui, Abraham. Je peux dire que les Zmradines, parce que les Nébans, les étudiants mobiles sur la langue kabyle. Mais le pouvoir algérien bloque toujours l'enseignement mazigh. Alors qu'en Israël, la langue arabe est enseignée dès la première année. Donc, dès la première année, un enfant palestinien a le droit d'apprendre sa langue maternelle, l'arabe. Mais chez nous, c'est compliqué. Donc, je vais donner un île, بالضبط بالإسرائيل زمرا يدني بطلي لندفع donc un exemple parce que اللي لقانا ديوان تورا خطر 300 سنة فينا كنا تبروكي القضايا الكبار والقضايا إليندي الكونكور l'éducation كانت 8 لي بوست في مازيغ شحال لي كونديدا يلان 3000 هاد الغد جو بار سور لا ولايه دو بجايا دونك لو بوفوار بلوك سي فري دي لا تيليفزيون لونسينمون في مازيغ تاكويف مي سور التيران لو بوفوار بلوك لونسينمون في مازيغ l'université de Béjaïa, l'université de Tizi Ouzou et de Boura ont formé plus de 13 000 diplômés en Tamazight, entre licence LMD, classique, master et magistère. Plus de 10 000 à ce jour. Je connais des diplômés 2008, 2009, à ce jour, qui ne travaillent pas. Donc c'est un blocage entre la majorité des écoles, la vallée de Béjaïa, l'absence de langue amazigh. Alors que plus de 10 000, ça marche en l'air. On peut la généraliser dans la Kabylie, dans les Aurès. Mais le problème, c'est un problème de volonté politique. Les Kabyles ont pu sauver leur langue. Plus de 20 000 équipes. Sur le plan littéraire, sur le plan linguistique, sur le plan anthropologique, sur la langue berbère, sur les berbères, sur les Kabyles. Plus de 10 000 aujourd'hui diplômés qui ne travaillent pas. Donc je connais des gens diplômés sont dans une situation de dépression. Mais le problème est d'être في راه بس نشري لأنه بعض ذكرنا البروبليم مثلا من القبائل. ويحيى هذا قبائلي. خاطر ثورة ماشي ديالي. مي ماشي ذاك السن القبائلي غير دونك يتم بغياد une information les intellectuels, les écrivains, les journalistes, les politiciens مرات هضروا واللي لقى بون نديرو ساعنا les données nécessaires وبعض ذكرنا نكني واش قبل وغرينا راه الرمويه ديالي الرمويه ديالي نخدم في الناس ديزيتيك universitaire. Mais l'enseignement généralisé. Plus de 10 000 diplômés en Tamazight. Bon, merci.
Là, je suis d'accord, yani, que l'oppression existe partout. Yani, même à Zaldaï, les femmes d'Arles, les droits, les droits de tout le monde. Donc voilà, c'est dans tout il y a un problème dans cette société avec les femmes. La famille, etc. Mais c'est vrai, mais ce qui est bien, ce que j'aime, c'est qu'on se bat toujours. Ça, c'est bien. Donc on va se battre pour les droits des femmes, on va se battre pour qu'il y ait l'enseignement. Voilà, ça c'est important. Merci. Voilà. Zizi. Donc, je tiens à remercier la conférencière. Donc, juste pour répondre, c'est qu'en quelque sorte, de comparer la question palestinienne avec la question de Tamazigh ou bien encore de ce qui se passe ici, c'est incomparable, je pense. Parce que déjà, il y a beaucoup de Kabyles qui disent que la question palestinienne, ça ne nous concerne pas. Ce qui se passe ici, c'est ce qui nous concerne le plus. Mais, certes, il y a de l'oppression partout. On ne dit pas que ici c'est l'idéal. On ne dit pas que la question Tamazigh ou encore la culture berbère n'est pas opprimée. C'est loin de là. Mais ce qui se passe en Palestine avec Israël, c'est encore pire. C'est une guerre. On parle d'une guerre civile. On parle d'un État. Ne me coupez pas s'il vous plaît. Ne me coupez pas s'il vous plaît. Je parle. Ne me coupez pas. Je continue après que. Mais ce qui se passe en Palestine, c'est une guerre c'est tout un État qui se bagarre pour arracher toute une terre. Et de ne pas reconnaître même un peuple qui est le peuple palestinien. C'est-à-dire ne pas reconnaître un peuple, c'est ne pas reconnaître son État déjà, c'est ne pas reconnaître sa culture et tout ce qui s'ensuit. Donc, et je pense, par rapport à la thématique, de parler sur la littérature et tout, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose de culturel. Et je pense aussi de dire que ça n'a rien à voir avec la politique, parce qu'on peut utiliser aussi la littérature pour des fins politiques. Ça va leur permettre déjà de s'exprimer et tout par rapport à leur cause. Voilà, je me tais sur ça. Ok, pas de question. Bon, Fatah, Elias, Mouakam. Moi, je pense qu'il faut d'abord penser à finir. Parce que notre conférencière, je pense que... Mais sinon, j'ai envie d'informer le public que les propos qu'elle nous a tenus là, ça fait l'objet d'une thèse qu'elle a soutenue en France et qui va paraître en livre incessamment. Ah ouais, début 2019. Voilà, donc dans une elle est en ligne, plus, elle est en ligne. Elle est en ligne, non, mais quand ça sortira en livre, ça va être plus accessible pour nous, parce que ça ne va pas être universitaire, académique. Alors, elle a réécrit les choses, de sorte à ce que ça soit accessible à un large public comme nous. Et moi, je suis pressé de la lire justement sous ce format-là. Mais sinon, Madame Aksous maîtrise beaucoup la langue hébraïque. Et je voudrais bien qu'à la fin, elle nous salue, qu'elle nous dise des choses en hébreu, même si on ne va pas le comprendre. On lui fait confiance, elle ne va pas nous insulter. Voilà. Non, elle ne va pas nous insulter, je lui fais confiance. Ah ouais, ça, on prend les chats, donc. Bon, je m'excuse d'avance parce que peut-être que j'avais dire des choses qui ont été déjà dites. Je pense que le problème des comparaisons, quand on compare le problème autant qu'algérien et autant que les Mazères avec le problème palestinien et israélien, les points de comparaison, je pense qu'ils sont différents. Ils sont totalement différents, déconnectés. En réalité, on utilise une surenchère identitaire, un racisme qui commence à se développer à tout ce qui représente arabe, qui se justifie historiquement, etc., mais que je condamne, que je ne défends pas, pour comparer sur ce côté. La question israélienne et palestinienne, je pense qu'elle est totalement différente. C'est une affaire de colonialisme, c'est une affaire d'impérialisme. Israël, c'est le gendarme de l'impérialisme mondial dans le Moyen-Orient. C'est le poste avancé militaire de tous les impérialistes qui le soutiennent pour des intérêts économiques. Quand on pose le problème
Palestinien, je m'excuse, ça n'a rien à voir avec d'Arabes et d'Israélites. Ça n'a rien à voir avec de musulmans et de juifs. On instrumentalise ça comme tous les États du monde. Comme tous les dominants instrumentalisent la religion. D'ailleurs, la religion, elle est faite pour être instrumentalisée sur ce sens. Tout simplement. Il y a une grande partie d'Israéliens qui sont arabes. C'est vrai qu'on utilise toujours ça, qu'on a mis en avant tout ça pour instrumentaliser. Maintenant, on instrumentalise la surenchère identitaire contre tout ce qui est arabe. Je m'excuse quand on pose le problème, quand on essaie de comprendre le problème de Mazir d'un point de vue historique. Dans les années 40, ce qu'on appelle la crise berbériste, il se posait d'un point de vue pour une Algérie algérienne. Les choses ont évolué sur le plan négatif. Sur le plan négatif, maintenant, Kabyle, point. Au-delà de Kabyle, point, il y a ceux qui disent, c'est justifiable quelque part, il y a des gens qui disent, moi je développe la Sahel. Pourquoi être dominé? Pourquoi on va dépasser la domination des Arabes pour être dominé par les Gabaouans? C'est pas ce que je défends, hein, attention. Mais il y a ça, puisqu'on pose le problème d'une manière, je pense, fausse. Pourquoi on ne compare pas tel que Fatah l'a dit dans son passage? Comment ça se fait que les Israélites ils ont pu développer l'hébreu dans un laps, dans 50 ans, à d'une bombe atomique avec? Parce que c'est un moyen de science, c'est un moyen de littérature, ainsi de suite. Parce que le sionisme que je condamne, que je critique, que je combats, le sionisme, mais tel que la conférencière l'a dit, il y a une forme de nationalisme, ils travaillaient sur leur langue, leur État, bien avant que leur État existe, bien avant que son installation. Ils étaient dans ça. Malheureusement, nous, on critique l'État, on est tout à fait d'accord, on le combat pour maintenir ce café littéraire. Pour donner un simple exemple, d'un Nizam al-Nord, si on était, on a combattu la CRS, etc. C'est pas... Mais à ce moment-là, pour avoir un café littéraire, la majorité des thématiques, ça touche la question identitaire, ça touche la question de Mazir. Ben, les gens, les spécialistes, les gens des domaines, on a des milliers de gens dans le domaine de Mazir, on a des milliers d'enseignants dans le domaine de littérature, ils sont rares. Dans l'ANA. Ça, c'est une réalité, l'autocritique, on doit la faire. C'est une réalité. Parce que Mazir, c'est un gain, c'est pas une cause, c'est pas un combat. Ça, c'est important de faire cette autocritique, c'est pas pour tirer sur Mazir, mais quand même, on a notre part. Tel qu'il dit, pourquoi dire Ahmed Rachid Ali a témoigné ici dans une conférence, il te dit, c'est l'un de nos ennemis, de nos plus grands ennemis sur notre combat par rapport à la question de l'Algérie algérienne et la diversité culturelle et linguistique. Aït Ahmed, surtout qu'il est mort, il est intouchable. Tout le monde est soumis à la critique. Aït Ahmed, c'est un grand monsieur de la révolution algérienne, mais ça n'a pas raison, il faut le dire. Toda Rabba Ani Maskima. C'est un hébreu. Merci, Toda Rabba dire merci, je suis d'accord. Ani Maskima. On va prendre la dernière question. Vous avez parlé sur la littérature exilique, mis à part l'écrivain Edouard Saïd, existe-t-il d'autres écrivains exilés qui luttent pour, avec leur nom, qui luttent pour l'indépendance de la Palestine? Dans le sens de Saïd, Edouard Saïd, de littérature exilique, il a été vraiment en exil. Donc il a vécu, il est né à Jérusalem, il a grandi en Égypte, il a fait ses études et il est mort aux États-Unis. Donc, et lui, il a écrit une autobiographie qui s'appelle Out of Place. Alors, je ne sais pas, c'est hors lieu, ou, enfin, même en français, ils ont gardé, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais senti chez lui, plus tard. Après, on peut retrouver beaucoup de littérature comme ça chez les Palestiniens. Mais moi, l'aspect exilique, c'est vraiment dans un sens métaphorique, puisque Oulèche, on ne se déplace pas, en fait. D'accord, on est vraiment à l'intérieur, et c'est cette littérature-là qui
c'est la littérature finalement qui devient un exil ou le lieu d'exil. Donc oui, elle est très riche, elle est vraiment très riche. J'ai cité des écrivains comme Emile Habib, et je ne sais pas si c'est ça votre question. Emile Habib, Samih al-Qasim aussi. Pardon? Qui sont exilés forcément. Mais non, ils ne sont pas exilés. Ils ont vécu sur place. Et d'ailleurs, Emile Habibi, lui, c'est vraiment la référence centrale. Il est mort à Haïfa. Il a demandé à ce qu'on écrive sur sa tombe au Baqa fi Haïfa. C'est-à-dire qu'il est resté à Haïfa. Il s'est écrit comme ça. Donc voilà, déjà, le lien avec c'est pour ça que j'aime bien utiliser l'exil avec eux, parce que le lien à l'espace est très 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 fort. Il est même plus fort que l'exilé qui est de l'extérieur, parce que un vrai exilé, parce que ça reste toujours dans l'imaginaire. Et quand l'espace n'est plus imaginaire, il est réel, quotidien, il devient autre chose. Il devient presque un cas de, je dirais de folie peut-être. Édouard Saïd disait que c'était plus difficile pour ceux qui restaient à l'intérieur, parce que c'était comme si on était prisonnier dans une maison qu'on possédait. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, le sens exilique. Mais sinon, oui, il y a beaucoup. Mais Emile Habibi, moi je conseille qu'on lise Emile Habibi. Il a écrit un roman, il y a beaucoup d'autobiographies dans ses écrits, mais il a inventé un concept, le peptimisme. C'est un mélange entre l'optimisme et le pessimisme. C'est un peu nous, maintenant. Et ces Palestiniens-là, ils sont contents de rester sur leur terre, mais ils ne sont pas contents aussi parce que... non, ils sont contents que rien de plus grave ne leur arrive, mais ils sont contents aussi d'être restés sur leur terre par rapport aux autres qui sont partis. Donc ils sont toujours entre cette envie de vivre, mais aussi cette pression sur eux quotidienne et qu'on ressent dans la littérature. Donc Emile Habibi, Saïd le Peptimiste, il est extraordinaire. Donc on va prendre toutes les dernières. Juste une minute. J'ai donné un constat amer à la situation de la langue berbère. Je suis musulman, je suis fier de l'être. Je suis avec l'État palestinien à mes écoles. Ça ne pose pas de problème. J'ai donné uniquement une critique universitaire sur le plan linguistique. Point. Autrement, sur le plan historique, sur le plan religieux, sur le plan politique, non, mais j'ai compris. De toute façon, c'est pas normal qu'on forme des gens. Pas de souci, pas de souci. J'ai donné une critique universitaire sur le plan linguistique. Merci, c'est intéressant. Merci, Sarah. Je voudrais savoir une chose sur ce que vous dites là, sur la littérature exilique. C'est ce qu'a vécu les écrivains allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, notamment avec Albrecht Retz. Comment arrive-t-elle à créer une mémoire collective dans cette terre palestinienne? Ouais, loin de la terre. Alors lui, il est germanophile, il peut nous dire des choses en allemand. Non, c'est intéressant. Toutes les langues, pratiquement. C'est ça que je... Non, c'est intéressant le parallèle. Mais la question, elle est très importante parce que... effectivement, moi je pense qu'une des particularités du mouvement national palestinien, c'est d'avoir été capable de créer finalement une culture palestinienne, une Palestine hors de la Palestine historique. Et je pense que la personnalité d'Arafat a été aussi centrale. On le prend pour un idiot, mais Arafat était quelqu'un de très intéressant. Même si la propagande dit que c'est quelqu'un qui a volé de l'argent, Arafat était quelqu'un qui était millionnaire. Il a levé des voitures de sport au Koweït, etc. Et tout l'argent est parti dans la résistance. Il avait sa propre dictature aussi, il avait sa propre manière, mais chacun, enfin voilà, dans des organisations, on peut juger après, l'histoire jugera plus tard. Mais ce qui était intéressant avec Arafat, c'est il était très ouvert en fait. Et dans les Fedaïn, etc., il n'y avait pas que des militaires, il y avait beaucoup d'intellectuels. Tous les intellectuels l'ont rejoint en fait à Beyrouth. Et donc ils écrivaient, il y avait Hassan Kanafani aussi. Kanafani était un militant du FPLP, je crois que c'était le FPLP, il a été tué à Beyrouth par l'armée israélienne.
Ouais, donc ça comme d'habitude, ils ont fait exploser sa voiture, mais c'était un romancier très très important. Donc il a écrit plusieurs romans, notamment les Jalf Shams, etc. Mais ça a été fait à partir du Liban. Il a fait beaucoup d'études lui-même, a fait beaucoup d'études, et notamment une étude sur les Palestiniens qui sont en Israël et sur leur littérature. Il a appelé ça Adab al-Muqawama, la littérature de résistance. Donc Beyrouth a été un lieu central à un moment donné, grâce à l'organisation, à l'OLP entre autres, mais aussi à des intellectuels libanais pour la création de cette culture palestinienne. Et d'ailleurs, on dit toujours que à Beyrouth, l'OLP était l'État dans l'État. Donc ils avaient leur propre mécanisme militaire, culturel, etc. Alors je vous donne un exemple, je ne peux pas parler d'une manière générale, mais sur la question de la traduction. Moi je suis arrivée à la question de m'intéresser à la question de la traduction de l'arabe vers l'hébreu parce que j'ai remarqué d'abord que tout le monde s'en foutait des traducteurs palestiniens. Moi ils m'intéressent, je veux savoir pourquoi ils traduisent, qu'est-ce qu'ils traduisent. C'est comme ça qu'on peut aussi déceler la nature un peu d'une culture. Et j'ai commencé à lire par Kanafani, et j'ai lu Adab sur Adab al-Muqawama. Donc c'est un ouvrage, c'est un essai sur la littérature palestinienne qui se fait en Palestine de 48. Et je vois dans les notes de bas de page, et il y avait des références en hébreu. Je me suis dit, mais Kanafani ne connaissait pas l'hébreu. Je me suis posé la question, mais quelqu'un lui a traduit. Qui lui a traduit? Parce que Kanafani, il avait 8 ans quand sa famille a été expulsée de Palestine en 48. Et j'ai commencé à faire mon enquête. Et j'ai découvert que des gens comme Mahmoud Darwish, etc., ils étaient des Palestiniens de 48, donc ils connaissaient l'hébreu et l'arabe, etc. Ils sont partis en exil à Beyrouth, et c'est eux qui traduisaient en fait. Et ils ont traduit aussi de Beyrouth de l'hébreu. Dans le centre mis en place par les Palestiniens, et aussi le centre d'études palestiniennes, qui est une institution universitaire qui est la plus importante en Moyen-Orient et qui ont un fonds de bibliothèque très important dans toutes les langues, y compris l'hébreu. Donc voilà, c'est un peu, je peux expliquer par la traduction que le champ culturel palestinien d'une manière générale aussi a été formé, le Liban, on revient toujours au Liban, comment l'État dans l'État a pu aussi former une culture alors qu'il n'avait pas d'État, alors que toutes les cultures nationales se faisaient avec un État indépendant. Les Palestiniens ont pu le faire, je pense, voilà, il y a plusieurs éléments. Beyrouth aussi, c'est une ville qui quand même est ouverte à l'aspect multiple varié. Il y a quand même, il n'y a pas que des musulmans, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des chrétiens. C'est vraiment un point dans le Moyen-Orient qui est très développé par rapport au reste du Moyen-Orient d'un point de vue culturel. Première université, alors j'ai appris par exemple que il y a l'université américaine de Beyrouth, qui est l'université par excellence, enfin réputée là-bas, et qu'ils voulaient introduire à une époque quelques ouvrages dans l'enseignement de cette université, et qu'il y avait une partie de l'université qui refusait, parce qu'il y avait encore les mentalités qui n'étaient pas prêtes à cette question-là. Ils ont fait intervenir l'émir Abdelkader. Et c'est lui qui est intervenu pour que ce corpus puisse être introduit à l'université de Beyrouth, américaine de Beyrouth. Bon, on se dit malheur à nous qui ne connaissons pas bien l'émir Abdelkader, qui lui a joué un rôle très important dans la région. Mais ça montre aussi Beyrouth comme une ville qui a quand même beaucoup évolué, qui s'est battue pour une ouverture démocratique et culturelle. Et donc voilà, et je crois que ça a été central pour les Palestiniens. Après, en Cisjordanie aussi, il y a la Jordanie qui gérait la Cisjordanie à un moment donné. Mais aujourd'hui, la Cisjordanie, il y a une culture, il y a des choses culturelles, les gens résistent par la culture, donc ils écrivent, voilà. Je réponds vraiment un tout petit peu à vos questions, mais j'espère qu'il y aura un travail qui sera fait. Peut-être que vous allez le faire. On peut le faire, hein, ça s'investit. Pourquoi pas. Voilà, donc on arrive au terme de la conférence. On remercie Sadia Agsous.
C'est un honneur d'être ici, merci. Voilà, il y a un fille qui a envie de dire quelque chose. Je veux souhaiter un bon anniversaire